Sort demain en salle. Place au face-à-face entre Renaud Muselier, tête de gondole aux européennes pour la droite, et Sylvie Guillaume, numéro 2 de la liste socialiste pour ce même scrutin. Ça urge. Je vous rappelle qu'on vote le 25 mai prochain. Incarnent-ils deux visions antagonistes de l'Europe? Ils en débattent avec nous dans un instant après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Ce sont les élections qui passionnent le moins les Français. À nous. Il faut faire des photos. Alors, pour appeler aux urnes le 25 mai prochain pour les européennes, à chacun sa méthode. Dire stop au socialisme de François Hollande tel qu'il est pratiqué depuis 2 ans et qui fait décrocher la France. À l'UMP, des attaques ciblées franco-françaises. Au Parti socialiste, un lancement de campagne pan-européen avec comme invité vedette Martin Schulz, le président du Parlement de Strasbourg. Les grands profiteurs, ils font des milliards de profits et ne payent pas de taxes. Et quand ils font des milliards de pertes, ce sont les contribuables qui payent pour eux. Ça, c'est pas juste. Son message pour une Europe plus juste, le socialiste Martin Schulz l'a martelé hier soir dans un premier grand débat télévisé qui a réuni les principaux candidats à la présidence de la Commission européenne. Face à Martin Schulz, le chrétien-démocrate Jean-Claude Juncker, le libéral Guy Verhofstadt et l'écologiste Ska Keller. Dans ce débat, une voix manquait, celle des anti-européens d'extrême gauche et surtout d'extrême droite. Les partis nationalistes ou xénophobes ont fait une percée dans les sondages. Madame Le Pen. Leur ennemi, Bruxelles, coupable de tous les maux, si l'on en croit le Parti de la Liberté, l'allié néerlandais du Front National. Ce que nous avons en commun, c'est notre volonté de libérer l'Europe du monstre de Bruxelles. C'est pourquoi je crois que nous vivons aujourd'hui un moment historique. La poussée des europhobes sera suivie de près. Mais le principal enjeu du scrutin reste le rapport de force entre la droite et la gauche. Qui dominera le prochain Parlement? Pour quelle vision de l'Europe? Réponse avec tous les deux. Madame Guillaume, bonsoir. Sylvie Guillaume, vous êtes candidate SED aux élections européennes dans le Sud-Est. Vous êtes députée, eurodéputée, comme on dit, depuis 2009. Et pour l'anecdote, vous avez connu votre quart d'heure warolien avec un selfie il y a une quinzaine de jours sur lequel l'on vous voyait aux côtés de Daniel Cohn-Bendit le dernier jour de sa présence au Parlement européen. Je crois qu'on le voit exactement. En face de vous, Renaud Muselier, bonsoir. Vous êtes candidat PPE aux élections européennes, donc pour la droite, dans le Sud-Est. Vous aviez voté non en 92 au traité de Maastricht, et puis vous avez fait votre révolution personnelle et vous êtes devenu un europhile ardent. C'est bien ça? Je suis un Européen convaincu, voilà. Et je ne suis pas toujours convaincu de cette Europe. Très bien. Alors justement, on va commencer. Premier volet, rigueur, austérité. Le programme de stabilité de Manuel Valls a été soumis à un vote consultatif aujourd'hui même à l'Assemblée nationale, avant d'aller à Bruxelles la semaine prochaine. Est-ce que ça veut dire que Bruxelles, selon vous, a trop son mot à dire quant à la politique économique française? Non, je pense que l'Europe a été faite sur un mode de fonctionnement. Des règles ont été établies par les deux grands pays qui sont l'Allemagne et la France pour faire fonctionner cette Europe. Ces règles, nous les Français qui avons contribué à les établir, on est quand même bien obligés de les respecter. Au fil du temps, on a vu que ce n'était pas respecté du tout. Et aujourd'hui, pas du tout, du tout. Donc, prise de conscience immédiate du gouvernement socialiste aujourd'hui, retour en arrière, et il faut respecter les règles qu'on a nous-mêmes édictées. Donc, on passe à un système qui aujourd'hui est voté par le Parlement français pour essayer de revenir dans les clous, parce qu'on est sorti des clous de l'Europe. Oui, je rappelle qu'on n'est pas sorti dans les clous comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Et le gouvernement socialiste n'est pas arrivé comme ça, posé telle une plume sur le gouvernement. Donc il y a un historique, il y a un passé, il y a une dette qui s'est accumulée, des déficits, 600 milliards d'euros, au moment où justement François Hollande arrive à la tête de ce pays. Donc on part effectivement d'un déficit qui est énorme, 4,9. Il faut rattraper les choses. C'est aussi parce que Bruxelles n'a pas voulu donner un délai supplémentaire à la France. Il l'a donné quand, effectivement, au démarrage. Là, récemment, le gouvernement l'a demandé, il ne l'a pas obtenu. Il a été obtenu au démarrage et ça permettait effectivement de se projeter dans l'avenir et de regarder comment allaient se passer les choses. Désormais, on peut aussi avoir en tête que ne pas laisser un déficit énorme à nos enfants, à nos petits-enfants, a un certain sens. Ceci dit, les 3%, c'est extrêmement rigide. Ça date effectivement d'une problématique ancienne maintenant et il faut sûrement faire avancer les choses désormais. La question, c'était, est-ce que c'est l'Europe qui nous dicte les règles? Non.
L'Europe, elle met un canevas dans lequel chacun dans lequel chacun essaye de trouver son équilibre, et ce cadre, on ne doit pas en sortir. On a laissé, au fil du temps, des dérives à un certain nombre de pays, dont la France. Et on se retrouve aujourd'hui avec une obligation, c'est de dire qu'à un moment ou à un autre, heureusement, malheureusement d'ailleurs, heureusement qu'il y a l'Europe pour remettre un peu d'ordre dans un pays qui dysfonctionne. Et donc on n'a pas le droit, et je pense que vous serez d'accord avec moi, de dire que ce qui ne va pas bien en France, c'est la faute de l'Europe. Très souvent, si la France est faible, c'est parce que les Français gouvernants ne sont pas suffisamment efficaces ni performants. Donc aujourd'hui, nous avons pris du retard pour toutes sortes de raisons. Et je n'excuse pas le passé. Regardez devant. Est-ce qu'il faut arriver au 0% de déficit, comme c'est le cas en Allemagne? Est-ce que c'est le modèle pour vous? Moi, l'Allemagne n'est pas un modèle pour moi. Ça peut être une référence pour un certain nombre de comparaisons. Mais nous, on est Français, avec une histoire qui est différente, une organisation structurelle de nos territoires qui est différente, avec une histoire de construction de notre propre pays par rapport à l'Allemagne qui a fusionné, qui est différente. Mais il y a quand même des leçons à tirer de leur mode de fonctionnement. Ce que je constate en tout cas, c'est qu'on souffre un certain nombre de choses dans notre pays, que les autres se redressent après avoir fait des réformes de structure, et qu'aujourd'hui, on demande à d'autres pays, à nos concitoyens de souffrir un peu plus, sans faire les réformes de structure. Donc c'est pas possible. Alors, vous n'êtes pas d'accord sur le salaire minimum européen. Vous êtes pour, vous êtes contre. Pourquoi êtes-vous pour? Je suis pour parce que nous avons besoin de lutter contre le dumping social en Europe, c'est-à-dire des inégalités de traitement entre les personnes. Jusqu'à présent, il a été extrêmement difficile de faire avancer sur ce sujet, puisque l'Allemagne, par exemple, n'avait pas de salaire. D'ailleurs, on va voir. Et donc la coalition, cette nouvelle forme de travail en commun, permet justement d'avoir cette perspective. Donc nous devons, me semble-t-il, commencer par des salaires minimums qui soient des salaires minimums dans chacun des États membres, mais avec effectivement une perspective d'en établir un qui soit commun, de manière à lutter contre des inégalités entre les personnes. Vous parliez d'un SMIC en Allemagne, c'est le chiffre du jour, c'est 8,50 €, c'est le SMIC brut que va instaurer l'Allemagne progressivement entre 2015 et 2017, contre 9,53 € en France et 1 € en Roumanie. En Espagne ou en Grèce, il s'approche de 4 €. Est-ce que vous, Renaud Muselier, vous êtes favorable, oui ou non, à un SMIC européen? Non, moi je ne suis pas favorable à un SMIC européen. Si je participe pleinement au refus total du dumping social, on est tout à fait d'accord. Une fois de plus, on n'a pas les mêmes solutions. La solution proposée, c'est de dire on fait tous un SMIC. C'est une solution, ça n'est pas la seule, évidemment. En tout cas, je ne suis pas d'accord. On fait un truc qui va concerner tout le monde, même si on n'intègre pas les différences des différentes économies. Alors que si on applique le système européen qui aujourd'hui fait en sorte que normalement les travailleurs qui viennent de l'extérieur doivent être payés sur la base des conventions sociales. C'est le meilleur moyen d'éviter le dumping social, un SMIC minimum. Vous n'êtes pas d'accord? Parce que vous aurez la Pologne, elle va avoir le même SMIC que nous. C'est ça l'histoire, c'est pas l'Allemagne. Si effectivement vous êtes dans une position binaire et rapide qui dit du jour au lendemain, on va passer d'un SMIC ou de 0 à un SMIC commun, évidemment, on ne sera absolument pas d'accord sur ce sujet. Mais la Sécu n'est pas la même en Allemagne, la Sécu n'est pas la même en Pologne, le système n'est pas le même en Italie ou en Espagne. Vous normalisez toujours et vous régularisez et ça ne fonctionne pas. Ça serait mieux. Mais je vous écoute pleinement, mais je ne peux pas vous laisser dire. Monsieur Muselier, laissez parler Sylvie Guillaume. Si on fonctionne par État, par État membre, avec, par exemple, un système qui soit à 60% du salaire médian, qui établisse, avec les conditions de chacun des États membres, un salaire minimum. Je pense que nous pouvons avoir comme perspective ultérieurement, justement, parce que l'Europe s'est fondée sur l'harmonisation vers le haut, justement, d'avoir un salaire minimum qui soit équivalent. Alors, vous avez compris qu'on n'est pas d'accord sur le même problème. J'ai compris que vous n'étiez pas d'accord, mais j'ai compris qu'on va avancer. J'ai compris qu'on va avancer dans le débat. On va s'intéresser à l'Europe fermée ou un peu d'ouverture. Je vous propose un petit retour sur l'élargissement de l'Europe aux pays du bloc de l'Est. C'était entre 2004 et 2007, grâce au rétroviseur de Marc-Antoine de Porrette. Et après, on parle d'élargissement à venir, ou pas. Après le mur de Berlin en 1989, c'est tout le bloc communiste de l'Est qui s'effondre, marquant le début de la réunification du continent européen. 8 ans plus tard, l'Europe lance le 5e élargissement de l'Union. Chaque pays candidat doit fournir des efforts pour adopter les règles communautaires. Comme dans une classe, la Commission publie tous les ans les progrès réalisés. En 2004, 10 d'entre eux reçoivent leur diplôme et rejoignent officiellement l'Union européenne. C'est 500 ans d'histoire qu'on a renversé ce soir. C'est la réponse à Yalta. C'est une Europe unifiée qui aujourd'hui peut être heureuse d'être unifiée. Et c'est vraiment la fin de beaucoup de cauchemars.
Parmi eux, 3 anciennes républiques soviétiques, Estonie, Lettonie et Lituanie. 4 ex-satellites de l'URSS, Pologne, République tchèque, Hongrie, Slovaquie. Et une ancienne république yougoslave, la Slovénie. I think we all find this an emotional moment. Welcome to Strasbourg. Welcome home. En 2007, les 2 pays les plus pauvres, la Bulgarie et la Roumanie, hissent leur drapeau dans le Parlement. Señoras y señores, vamos a dar la bienvenida a nuestros colegas diputados al Parlamento Europeo procedentes de Bulgaria y Rumania. En 3 ans, l'Union européenne a quasiment doublé, passant de 15 à 27 membres. Alors, c'est l'actualité, Renaud Muselier. La Moldavie vient de demander solennellement d'entrer dans l'Europe, en tout cas en 2019. Pas tout de suite, mais en 2019. Qu'en pensez-vous? Je pense que... De ce désir d'Europe que manifeste tant mieux. Autant d'États. Tant mieux. Si vous avez dans notre propre pays des gens qui disent il faut plus d'Europe, il faut la casser, ça ne marche pas, et d'autres pays qui ont besoin de l'Europe pour montrer qu'il y a la paix sur ce continent. Moi, je garde quelques principes de base. Vous êtes revenu sur le passé, mais vous savez, moi je suis une famille de personnes qui ont beaucoup souffert pendant la guerre. Mon grand-père a donné la Croix de Lorraine à la France libre. Mon père a été déporté à Dachau. Donc plus jamais ça vous évoque quelque chose. Ma famille a été déportée ou torturée. Ouais. On a la paix sur ce continent. Ça, c'est une chose. 500 millions d'habitants, exceptionnel. On a des migrations à l'intérieur de notre propre pays qui venaient d'Italie, d'Espagne, du Portugal. C'est réglé parce qu'on a amené un certain nombre de richesses dans ces différents pays. Aujourd'hui, il faut faire attention. Pas la question. Il faut faire attention justement à ne pas s'ouvrir plus dans la mesure où on n'a pas consolidé ou appris de nos erreurs cette construction qui n'est pas parfaite. Alors j'oublie la Moldavie, je vous parle de la Turquie maintenant. Je vous parle de la Turquie. La Turquie, c'est encore un autre problème, parce que là, je suis carrément opposé. Donc, pour quelle raison? Je pense que la Turquie n'a pas fait son travail de mémoire à l'intérieur de son propre pays par rapport à ce qui s'est passé au génocide arménien, même s'il y a eu une avancée du Premier ministre. Ou c'est l'islamisation de cette société qui vous inquiéterait? Plus que le travail de mémoire. Il y a une démographie, une situation géographique et un problème de religion. Ça fait 3 problèmes. Sur la Turquie, Sylvie Guillaume, c'est pas très clair non plus au PS. Si, c'est assez clair, je trouve. Le président de la République va soumettre à référendum. Oui. Mais c'est assez clair. Alors, le président de la République et le Parti Socialiste, c'est un petit peu différent. Donc, oui, mais je suis quand même parti du même... Ça, on l'a vu. Jusqu'à présent. Alors, position. La position, c'est d'être favorable, effectivement, à l'entrée de la Turquie. Ceci dit, nous voyons bien maintenant que ce grand pays, et je partage au moins cet aspect sur la référence culturelle et stratégique que représente la Turquie, ça pose vraiment objectivement un vrai problème maintenant. Notamment parce que la Turquie a un dirigeant à sa tête qui ne respecte pas un certain nombre de principes européens. C'est le cas, par exemple, des libertés individuelles. C'est le cas. Donc vous êtes pour, mais plus tard, c'est ça? Attendez. Sous condition. Oui, il y a un très long parcours. La Turquie est candidate depuis plusieurs dizaines d'années. Elle ouvre un certain nombre de chapitres. Elle ne parvient pas à enfermer. Donc, manifestement, il y a une problématique turque dans son processus d'adhésion et dans elle remplit ou pas les critères qui sont ceux et les principes européens. J'ai toujours défendu l'idée que c'était une manière d'arrimer aujourd'hui à l'élection. Et je partage avec vous, monsieur, le fait que tant que la Turquie n'aura pas reconnu le génocide des Arméniens, de mon point de vue, il sera extrêmement compliqué de l'admettre. C'est très bien, on est d'accord là-dessus, sauf que votre parti ne dit pas la même chose. Alors, est-ce qu'il est d'accord avec moi, ou je suis d'accord avec lui sur la question des Arméniens, monsieur? Absolument. Oui, vous êtes d'accord pour que la Turquie rentre dans l'Union européenne. Oui, ce processus doit continuer. Mais ce processus de la Turquie n'est pas correspondant avec le processus de ses dirigeants. Il y a pour l'instant un dirigeant qui ne respecte pas les droits des minorités. Aujourd'hui, on n'est pas il y a un dirigeant. Vous ne voyez pas un peu plus loin. Mais si, je vois loin. Justement, je vois loin. Non, mais là, on est pour une élection aujourd'hui. On va se représenter devant nos électeurs. Devant nos électeurs, moi je dis clairement, je ne veux pas la Turquie en Europe. Que dites-vous? Répondez-lui. Pour l'instant, je dis que ça n'est pas possible tant qu'il n'y a pas le respect d'un certain nombre de conditions que j'ai exprimées dans le cadre des libertés individuelles. Donc le PS est pour, et les mesurer. Du respect du génocide arménien. La plateforme du PPE contre l'immigration subie pour l'immigration choisie. Vous nous expliquez ce que c'est que l'immigration choisie, comment ça se passe, quels critères? C'est difficile de parler de ce sujet. Oui, mais c'est dans votre plateforme. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que on a beaucoup de temps et c'est très compliqué. Mais il va y avoir des besoins démographiques. Aujourd'hui, on est dans un système où on voit bien qu'il y a Schengen qui règle un certain nombre de problèmes de circulation à l'intérieur de l'Europe. On n'a plus besoin de passeport, on n'a pas besoin de monnaie, on circule. Libre circulation des personnes, très important, essentiel. À côté de ça, on se rend bien compte que les frontières de Schengen sont poreuses et qu'on ne se donne pas les moyens. Donc plus de moyens pour la répression, pour Frontex, pour les agences de ce type? Ça, c'est évident.
Ça, c'est évident. Et parallèlement à ça, il y a une autre politique interne aussi, parce que ça ne fonctionne pas que simplement à cause de l'Europe. C'est la France, avec son système de couverture sociale, fait en sorte que c'est un aspirateur à l'immigration. Et quand on voit tous les peuples africains, notamment, qui ont d'énormes difficultés de souffrance, ils remontent par l'Afrique, ils traversent le Maghreb, et on se les retrouve avec Lampedusa en Italie. Si on arrive à créer de la richesse, ailleurs, ils ne viennent pas chez nous, les gens, vous savez. Petit 1, je trouve que masquer l'absence de programme réellement européen de l'UMP et donc du PPE par la problématique de la migration est quand même un très très mauvais point. Deuxièmement, considérer qu'on se les retrouve à Lampedusa est quand même une drôle de façon de parler de personnes qui subissent par ailleurs la pression de passeurs qui, eux, empochent des sommes assez phénoménales. Mais comment on résout ce problème D'abord, certainement pas comme ont voulu et Berlusconi et M. Sarkozy rétablir des frontières intérieures. Il y a une pression, on peut quand même comprendre que dans Schengen, il y a une pression plus importante dans des pays qui sont aux frontières de l'Europe. Et dire à ces pays-là, si vous ne respectez pas ça, si la Roumanie, la Bulgarie, oui, notamment, mais la Grèce aussi, franchement. Mais on n'a pas, l'Europe, c'est pas vocation à être un continent passoire. Vous dites à ce moment-là, si ces pays ne font pas leur boulot, il faut les pénaliser, les sortir de Schengen. Moi, je dis que ces pays-là, il faut les aider justement à respecter et à faire respecter ces frontières-là. Ça n'est pas les pénaliser, c'est ce que dit votre programme et c'est ce que vous préconisez. Quand vous avez ce drame social humain épouvantable qui est quelques millions d'euros à 85 millions d'euros en moins de 8 ans. Conclusion, c'est trop? C'est pas assez? Non, c'est correspondant à partir du moment où on collabore avec les États membres correctement. C'est clair. Alors, on avance, on en vient au populisme et à l'abstention, et les deux sont peut-être liés, éventuellement, oui, Benjamin. on a une abstention qui est annoncée assez forte, et on a un populisme selon qui guette... 60% selon certains sondages. Et un populisme qui guette l'Europe, c'est un problème pour vos deux partis. Dans les sondages en France, le FN est soit devant l'UMP, soit il le talonne. En tout cas devant le PS. Oui. Alors vous, Ercy Wiegand, vous animez un groupe de travail sur les populismes. Alors pourquoi est-il si fort en France, ce populisme, et en Italie, alors qu'il ne l'est pas en Espagne, au Portugal et en Irlande, où là, il y a eu quand même des crises économiques très graves. Comment vous le décryptez? Il l'est dans de nombreux pays, et justement notre travail a été de répertorier ce qui s'exprimait sous forme de populisme, d'europhobie, bref, dans un mélange qui ressemble quand même plus exactement à une forme de rejet d'un certain nombre de fonctionnements européens. Je pense qu'il faut qu'on travaille à faire mieux connaître l'Europe. C'est vrai qu'en faire systématiquement un bouc émissaire, en faire systématiquement le responsable ou la responsable... Le lieu de la bureaucratie anonyme, oui, etc. Voilà, cette façon d'être indistincte sur qui fait quoi dans l'Europe, effectivement, ça pose un véritable problème. Dans le Monde d'aujourd'hui, dit que vous avez échoué, que le PS a échoué contre le populisme. C'est quand même assez sidérant, non? Il dit qu'il n'a pas forcément été suivi la bonne stratégie et que ce processus de normalisation n'a pas été perçu suffisamment tôt. Moi, je pense qu'il faut mieux faire connaître l'Europe. Il faut mieux faire connaître tout ce processus d'harmonisation et d'avancée vers le haut. Tout ce à quoi elle répond en matière de difficultés, de pauvreté, de lutte contre le chômage. Et cette image qui doit être meilleure. C'est le mot. Et de solidarité, de confrontation de différentes cultures. Renaud Muselier. Moi, je suis contre le FN. L'Europe est absolument nécessaire. Donc, le FN, lui, il est dans une logique très différente de nos partis. Nous, on voit bien on est contre le dumping social, mais on n'a pas le même traitement. On est pour pas qu'il y ait des frontières passoires, mais pour autant, on n'a pas le même traitement. Divisé aussi, M. Muselier, sur la concession. Henri Guénaud récemment. En attendant, vous avez des fédéralistes et des souverainistes. Non, mais attendez, on va parler du Front National. Mon parti va pas parler des difficultés à l'intérieur de mon propre parti, qui a validé une ligne politique et qui a 37 personnes qui ont signé un papier qui est différent de la ligne politique de l'UMP au niveau national. Donc, non, mais le fédéralisme est devenu un mot tabou dans votre parti, tout comme le Front National. Pardon ? Le fédéralisme est devenu un mot tabou. Est-ce que c'est le FN qui le défend? Non, mais le fédéralisme, on est contre le fédéralisme, quoi. Donc c'est clair. Monsieur Lamassoure n'est pas contre le fédéralisme, il est tête de liste en Ile-de-France. Il m'a semblé qu'il était plutôt fédéraliste, en fait. On va plutôt parler du PS. Parce qu'à force de se parler comme ça, alors que nous, on n'est plus trop pro-européen, on laisse la place au Front National, qui aujourd'hui est un échec total pour vous. En Hongrie, vous avez un leader qui est vice-président de votre groupe et qui est au PPE et qui est quelqu'un qui... Mais c'est vous qui avez fait gagner le Front National à Marseille. Vous venez de prendre une claque phénoménale au municipal. Et M. Orban, en Hongrie, est réellement quelqu'un qui n'est pas dans l'état de droit. Vous avez fait élire à Marseille, dans une ville de 150 000 habitants, le Front National, madame. Nous ne parlons pas de Marseille, nous parlons de l'Europe. Mais on parle de la France. Et dans la France, elle a du pouvoir, elle a de l'importance. Et on parle du Front National.
En France, vous parlez de l'Europe. Vous êtes perdus à Bruxelles. Attendez, vous ne connaissez même plus votre région. Vous avez abandonné le local. Vous défendez la France. On ne s'entend plus. Je défends le Renaud Muselier. Renaud Muselier. On ne s'entend plus. C'est une insulte, vous le savez très bien. Non, c'est pas du tout une insulte. Arrêtez, s'il vous plaît. Très bien. Non, pas du tout. Qu'est-ce que ça doit être quand vous vous énervez? Non, je voulais juste. Je voudrais juste qu'on essaye de voir comment inciter les gens à voter. Comment notamment inciter les jeunes à voter. Attendez. En expliquant les choses. Oui. Là où elle a raison. Mais on va faire venir quelqu'un qui va vous l'expliquer. C'est un bouc émissaire de toutes les difficultés. Et donc là, on s'en sortira jamais. Très bien. La réalité, c'est qu'il y a des modes de fonctionnement démocratiques au niveau européen qu'il faut respecter. Alors, Renaud Muselier, il n'y a pas que ça. Il y a aussi des campagnes. En tout cas, Nadia Dam, vous allez venir nous expliquer quel type de campagne ou quel type d'initiative plus ou moins sexy, comme vous diriez, sont mises en place pour inciter les jeunes et pas les élections sexy, effectivement, parce qu'on sait que le risque d'abstention est très important. Et l'un des enjeux de cette campagne va être d'inciter les citoyens à se rendre aux urnes. Et donc, il y a des initiatives qui visent à rendre cette élection sexy, notamment auprès des jeunes. Et pour cause, en 2009, 70% des jeunes européens s'étaient abstenus. Alors, comment est-ce qu'on attire le jeune aujourd'hui? En lui expliquant les choses, effectivement, et en rendant surtout le débat moins austère et moins complexe. Et c'est ce que fait la Ligue des jeunes votants européens. C'est une association apolitique qui a créé un site internet qui s'appelle MyVote 2014, un site qui use et abuse du tutoiement, qui a créé des jeux interactifs et qui explique vraiment concrètement en quoi tout ça va consister. Et on attire aussi les jeunes avec de la musique. D'où cette idée du service de communication de l'Union européenne qui a tourné une vidéo inspirée du tube de Pharrell Williams, Happy. Ça s'appelle Happy Voting. Ça a été filmé aux quatre coins de l'Europe, dans des capitales. On y voit des jeunes et des moins jeunes, habillés pas toujours, chanter, danser et faire sa fête à l'Europe, mais dans le bon sens du terme cette fois. On y voit même quelques politiques d'ailleurs, pas vous, mais on en voit certains. Et puis une autre vidéo qui a été tournée cette fois par l'association Européens sans frontières, qui est présidée par Philippe Kayla. Des artistes s'expriment, ils expriment leurs sentiments européens, des artistes comme le comédien multi-césarisé Guillaume Gallienne, et il le fait en alexandrin, s'il vous plaît, on regarde. J'éprouve pour l'Europe une passion profonde. Soyons fiers, citoyens, fiers d'une grande Europe. Aux urnes, les citoyens. Votons pour que ça change. Renaud Muselier, s'il y a toutes ces campagnes, toutes ces opérations, c'est qu'il y a un problème, il y a un problème de désintérêt. Pourquoi? Comment est-ce que vous expliquez tout ça? Je pense que parce que les Français ont très bien compris qu'il y a des élections très importantes et d'autres qui le sont moins. Et ils sont éloignés de l'Europe. Quand ils votent au présidentiel, ils votent à 80% au présidentiel. Le plus petit taux de participation, c'est aux européennes, 40%. Mais pour eux, les députés européens sont loin. Pour eux, l'Europe, c'est loin. Pour eux, l'Europe, c'est de tous les soucis, de tous les problèmes. Et je pense que la classe politique en général, des partis qui ont été au gouvernement ou qui sont au gouvernement, ont fait au fil du temps, parce que les élus locaux, parce que les élus nationaux ont mis sur le dos de l'Europe leur propre difficulté. Est-ce que le faire de l'élection européenne à venir un référendum anti-Hollande à l'UMP aujourd'hui, c'est une manière vraiment de parler de l'Europe la plus judicieuse possible? Non, je pense. C'est-à-dire qu'on fait de la politique quand même. Vous savez, quand on a eu les sondages sur les municipales, il y avait 67% des Français qui expliquaient qu'ils votaient pour leur maire. Ça a été quand même une claque phénoménale pour la gauche. Aujourd'hui, vous avez 55% des Français qui disent qu'ils vont voter pour l'Europe, et ça ne sera pas une sanction nationale. Mais vous ne pourrez pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Or, aujourd'hui, dans le programme, on l'a bien vu dans votre présentation, nous sommes pour M. Juncker. Et eux, ils sont pour M. Schulz. Oui. Bon, c'est-à-dire que la politique de M. Hollande, on la met au niveau européen. Et les Français, ils ne veulent pas la politique de M. Hollande au niveau européen. Donc, ils ne veulent pas voter pour un socialiste à l'Europe. C'est aussi simple que ça. Et nous ne voulons pas de M. Juncker qui est contre le lever du secret fiscal, qui a fait en sorte d'être parfaitement opaque et de créer un petit paradis fiscal au cœur de l'Europe. Vraiment, c'est une référence. Mais est-ce que vous sentez que votre parti est suffisamment pro-européen aujourd'hui, qu'il porte ce message ou qu'il est un peu asphyxié par le quotidien politique en France ? Manifestement, il y a encore un peu de trajet à faire pour rendre les choses très sexy, mais pour tout le monde. Mais parce qu'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Et pour l'Europe, c'est pareil. On ne dit jamais qu'il y a beaucoup de normalisation vers le haut. On ne dit jamais qu'on avance sur la question des droits des consommateurs. On ne dit jamais qu'on avance sur la question de la santé. Et que, globalement, il y a plein de choses qui vont dans le bon sens dans l'Europe. Mais ça passe complètement inaperçu. Et on s'arrête, effectivement, sur des sujets, sur des difficultés qui sont réelles, qu'il faut lever. Je voudrais juste dire un dernier mot.
Peut-être oui, parce qu'il reste peu de temps. Oui, pour insister, vous avez cité les cibles jeunes. Moi, je voudrais aussi citer les cibles des femmes. Les femmes qui sont vraiment au cœur d'une dynamique, au cœur de difficultés. Je pense que l'Europe est tout à fait apte demain à faire en sorte de travailler sur l'inégalité salariale, sur les violences féminines. Et vraiment, ça se passe aussi à ce plan-là. Votre tête de liste dans le Sud-Est, M. Peillon, qui est parti du gouvernement à l'occasion du remaniement. Vous-même, M. Muselier, vous n'avez pas brigué la mairie de Marseille. Vous êtes aujourd'hui candidat à l'Europe. On a l'impression, certains le disent, que cette élection est une élection déclopée un peu de la politique, ou en tous les cas... La politique nationale ? Oui, de la politique nationale. Est-ce que c'est pas une manière de dévaloriser aussi le concept de l'Europe même ? Écoutez, moi je me suis présenté 17 fois sur mon nom. Cantonal, régional, municipal, législative. J'ai perdu 2 élections. Est-ce que pour autant je dois arrêter la vie politique ? Je ne me suis pas présenté à Marseille, on a très bien gagné à Marseille, quoi qu'on dise. Non mais vous comprenez que le symbole peut être dérangeant. J'ai pris la position de dire je me consacre à l'Europe. Donc on ne peut pas me dire je vais avoir un cumul des mandats, parce que là je... Donc si vous êtes élu, vous ne démissionnerez pas, même si vous avez une possibilité à Marseille. Vous resterez eurodéputé jusqu'à la fin de votre mandat. C'est un engagement assidu. Donc c'est un engagement très clair. Je suis parlementaire assidu. Vous ne ferez donc pas comme Vincent Peillon, qui a appelé par un Marocain à démissionner au bout de 2 ans de son mandat d'eurodéputé. Il est devenu ministre. Oui, et alors ? Et l'Europe n'est pas plus importante ? Eh bien, il a été appelé comme ministre, je pense qu'il a eu... Il était dans la Somme, et j'ai anticipé sur le non-cumul des mandats. C'est le mot de la fin. Au moins, la numéro 2 reste du territoire. On n'est que le seul du territoire. Les autres têtes de liste ne le sont pas. Très bien, ce sera tout pour ce face-à-face. Ils sont sévères mais justes. Place au maniaque de désintox qui épingle inlassablement les approximations du personnel politique français. Ce soir, Guillaume Pelletier, vice-président de l'UMP, quadra à longue quenotte, vous en conviendrez, en accès de misérabilisme sur les travailleurs pauvres en France. Regardez.